Voilà. Donc je vais avoir, on va revenir peut-être à de la théorie concernant la question de l'immersion. Et j'aimerais commencer par vous dire que je m'intéresse depuis plus de 2 décennies à la question de l'immersion, particulièrement par rapport à la question de la réalité virtuelle, sur laquelle je vais revenir. Et je dois vous avouer que mon approche fut et reste très critique, ça a été dit par quelqu'un qui m'a précédé, sur cette question de l'immersion dans la réalité virtuelle. J'ai déjà écrit plusieurs articles, j'ai fait déjà plusieurs conférences pour réfuter la possibilité même de l'immersion. Alors qu'est-ce que serait l'immersion dans les théories liées aux arts numériques et à la réalité virtuelle? Ce serait, selon Benoît Virol, mais j'aurais pu prendre d'autres auteurs, une adhésion subjective à une réalité virtuelle. Alors ma réfutation a été d'ordre pratique mais aussi théorique, dans la mesure où l'adhésion totale à un objet, qu'il soit analogique ou numérique, ne me semble pas relever du champ de l'expérience possible et me semble même contradictoire, comme je vais essayer de le démontrer, avec la structure même de la perception et comment opère la perception. Par ailleurs, cette question de l'immersion permet, ça a déjà été souligné, mais de revenir à des vieilles questions, et en particulier la question de la relation entre l'esprit, le corps et le monde, en le concevant plutôt du côté d'une fusion et d'un modèle intégratif. On a déjà vu apparaître déjà les questions de cerveau et je vais y revenir. Alors face à cette théorie de l'immersion fusionnelle, qui est réfutable d'un point de vue philosophique et qui peut mener d'ailleurs à des œuvres d'art quelque peu spectaculaires, qui sont peut-être plus proches du choc nerveux que de la réflexion esthétique, on peut défendre une distanciation, et c'est normalement le cas, une distanciation immersive. L'œuvre d'art consisterait alors en la capacité du public à se décaler et à créer une distance, comme le voulait Bertolt Brecht et d'autres. On verrait toujours les bords de l'image et par là même le bord de l'expérience. Et là, ce serait un phénomène fondamental parce que la perception se perçoit elle-même. C'est un phénomène que vous êtes en train de vivre, que moi aussi je suis en train de vivre. Et très paradoxalement, c'est du fait de l'omniprésence, de cette omniprésence paradoxale de la perception, qu'elle ne nous abandonnerait jamais à elle-même. C'est parce que la perception est seule qu'elle ne nous laisse jamais seuls avec elle-même. Ça peut sembler paradoxal, mais je vais un peu le détailler. Je vous avoue qu'en préparant cette conférence, j'étais un peu gêné parce que je me suis dit, est-ce que je vais rabâcher la même chose depuis ce que je dis depuis quelques temps déjà? Et j'avais envie d'essayer autre chose. Est-ce que je pouvais encore opposer aussi simplement l'immersion et l'émersion, l'immersion étant la sortie en dehors? Est-ce que ça prenait vraiment en compte la transformation par les objets technologiques de notre ontologie, je vais y revenir, de notre rapport à la réalité? Est-ce qu'il n'est pas nécessaire à partir de la critique de l'immersion dans la réalité virtuelle telle qu'elle s'est développée dans les années 80 et 90, car quand on parle d'immersion, on parle aussi d'un passé très proche, est-ce qu'on ne pourrait pas penser un nouveau modèle d'immersion qui serait ni fusionnel, ni distancié, ou qui ne serait pas seulement lié à la distanciation, et qui toucherait ce qu'il y a de plus intime et paradoxal en nous? Alors je vais faire un pari très risqué en 30 minutes. J'espère que je ne vais pas dépasser. Alors, je ne dépasserai pas. En 30 minutes, je vais donc essayer de révolutionner ma propre pensée, c'est-à-dire d'essayer de me réapproprier ce concept d'immersion que je n'aimais pas. On y est. Alors, je vais tout d'abord, dans un premier temps, vous parler de la corrélation immersive. Et nous allons revenir en arrière un petit peu dans le temps. Alors lorsque nous parlons d'immersion, je pense qu'on pense intuitivement à l'adéquation du sujet à une fiction. Par exemple avec la réalité virtuelle dont on a vu des exemples qui ont été exposés, c'est pas exactement de la réalité virtuelle, mais à la mairie de Arles. Avec la réalité virtuelle, nous pouvons nous déplacer librement dans une histoire, alors que traditionnellement, notre place est fixée une bonne fois pour toutes. Ainsi, l'immersion s'apparenterait à une expérience totale et sans recul, à une sensation une et entière, débarrassée de ce fameux redoublement réflexif qui nous hante toujours. Si l'immersion peut s'appliquer à plusieurs types d'œuvres d'art, allant de la performance au land art en passant par les environnements les plus divers, ce n'est pas nécessairement bien sûr technologique, c'est réellement le concept de réalité virtuelle dans les années 80 et 90 qui a placé le concept d'immersion comme le concept esthétique majeur pour comprendre de quoi il s'agissait. Alors,
la réalité virtuelle, que je vais appeler, pour gagner un peu de temps, la RV maintenant. La RV est donc une utopie technologique californienne des années 80 et 90 qui plonge de profondes racines dans l'histoire du XXe siècle et dans aussi, bien sûr, l'histoire de la perspective. Je ne vais absolument pas en faire le récit complet, ça a été fait dans de nombreux ouvrages. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que ce projet technologique n'a jamais complètement fonctionné. Et je vais m'intéresser au fait qu'il ne fonctionne pas. Je souhaite par ailleurs souligner le caractère, et vous voyez ça sur cette image, légèrement vintage, il y a un côté vintage de la réalité virtuelle, parce que si il ne fut jamais réalisé, si la réalité virtuelle ne fonctionne pas très bien, malgré cet échec, la RV comme époque historique a marqué très fortement l'imaginaire collectif, directement ou indirectement, avec toute une imagerie kitsch. Alors c'est en général, comme vous le voyez, une personne avec un énorme visiocasque et un gant de données qui se comporte un peu comme un autiste coupé du monde commun. Il suffit de vous reporter aux articles qui, dans les années 90, ont été dans tous les journaux. C'est Alex Delarge dans Orange Mécanique, forcé de fixer les yeux écartelés par des tiges de métal des images. C'est Reed Descartes dans Blade Runner qui navigue dans une image photographique et qui y découvre des détails qui étaient invisibles. Si l'immersion dans la réalité virtuelle existe, c'est surtout finalement au titre d'un imaginaire pop et un peu daté, dont la promesse semble revenir de façon cyclique avec des instruments comme la Kinect ou encore comme le casque Oculus qui va sortir incessamment sous peu. Alors, on pourrait se demander si la réalité virtuelle, ce n'est pas finalement l'une des dernières grandes théories d'émancipation, mais qui serait venue de la Silicon Valley. Alors, quel était au juste le projet de la réalité virtuelle? Je vais tout de même y revenir, je ne vais pas le mettre de côté aussi rapidement mon collègue, je vais tout de même essayer d'y replonger un petit peu. Qu'est-ce que promettait la réalité virtuelle? Et j'aimerais qu'on fasse l'effort de plonger dedans en imagination, puisque c'est le seul moyen d'y plonger. Pourquoi ça a provoqué un tel enthousiasme auprès du public? Et que promettait-elle? Et pourquoi cette promesse quelque peu messianique, et pourquoi elle tient encore aujourd'hui alors que je pense qu'elle a échoué? Alors l'immersion promettait une expérience esthétique totale. En s'harnachant à des capteurs d'entrée et de sortie, nous allions perdre contact avec le monde réel pour entrer dans une fiction aussi convaincante que notre expérience banale. Alors cette promesse a un présupposé majeur. Notre expérience quotidienne elle-même serait immersive. Nous serions dans le monde en tant que tel, sans que cet en tant que tel soit posé comme extérieur à lui. Alors la première réfutation est bien sûr d'ordre logique. L'imaginaire et la fiction revendiquées par la réalité virtuelle n'est-elle pas justement cette impossibilité d'adéquation du sujet et de l'objet? La fusion immersive, qui est défendue par tant de personnes, est-ce qu'elle n'est pas contredite par son point de départ? Dès le départ, elle déroge à sa règle d'une certaine manière. Il y a une contradiction d'ordre logique. On a souvent rapproché l'immersion dans la RV avec l'art total wagnérien, promettant une fusion ontologique et esthétique totale. Même s'il ne s'agit pas vraiment de réalité virtuelle, au sens technologique du terme, des œuvres comme Feed de Kurt Anschlager, que vous voyez sur votre gauche, ont comme objectif de nous immerger totalement dans une expérience. Alors qu'est-ce que c'est que Feed? Ça ressemble à une espèce d'expérience de torture ou de parc d'attractions, tant et si bien d'ailleurs qu'avant de rentrer dans cet environnement-là, on doit signer une décharge, parce qu'apparemment c'est dangereux pour les épileptiques, donc il y a une mise en danger tout de suite. Et puis là, ce que vous voyez sur votre droite, c'est la Satosphère à la SAT, à Montréal, qui est un immense écran sphérique qui peut contenir plusieurs centaines de personnes pour des expériences à 180 degrés. Alors l'immersion devient alors un argument de vente proche de la parole des battleurs devant leur attraction. Bien évidemment, cette question du battleur, il y a eu des tableaux dessus, de Seurat, etc., c'est une question assez intéressante. Être devant un spectacle et dire « venez, entrez, je vous en prie ». Alors cette réalité virtuelle, cette immersion dans la réalité virtuelle, a fait croire à certains auteurs, comme Pierre Lévy, Philippe Kéo, mais il y en a beaucoup d'autres, que la réalité virtuelle, en réalisant totalement la réalité du simulacre, allait simplement être la forme la plus achevée de l'art. Enfin, l'art deviendrait réel. C'est une drôle d'idée. Mais c'est un peu l'ambition de certains, c'est ce que certains ont réellement pensé. Alors, la réfutation. Dans la réalité virtuelle, il y a une métaphysique implicite que je vais essayer un peu de dépioter pour vous. Alors, il existe plusieurs réfutations à l'immersion, non seulement d'un point de vue esthétique,
mais aussi d'un point de vue purement logique et ontologique. La réalité virtuelle est en effet une véritable métaphysique. La première réfutation est tout simplement le précipice que j'ai déjà indiqué entre le discours idéologique de la réalité virtuelle, extrêmement emphatique, avec des promesses, enfin, l'art devient réel, et ainsi de suite, et finalement la pauvreté de l'expérience. Pour qui a expérimenté de tels dispositifs, il faut bien avouer que l'immersion ne fonctionne pas, parce que tout simplement, le sujet, loin de se plonger directement dans un monde dit virtuel, et de faire un avec lui, rebondit sur la présence du dispositif technique. Il y a ce qu'on voit d'abord, c'est de la technique, quoi. Ce qu'on a vu hier à la mairie, c'est quelqu'un avec plein de métal sur lui, avec un gros casque, ça semble assez inconfortable. Et d'ailleurs, je vous ferai remarquer que l'expérience de la réalité virtuelle, c'est aussi l'expérience, et c'est très important, de voir les gens harnachés comme ça, et de les voir du dehors, d'être spectateurs finalement de cette expérience pseudo-immersive. Alors, on fait surtout finalement l'expérience d'un harnachage à la manière d'un cheval de trait qui va labourer des terres un peu lourdes. Alors, il y a une œuvre qui parle de ça, qui est l'œuvre de Fabien Giraud et Sibony, qui s'appelle Outland, et qui est donc un simulateur de vol qui a été exposé à la Force de l'Art 02, qui est un simulateur de vol, mais fermé sur lui-même. On ne peut pas y rentrer, et on le voit bouger tout seul. Donc, l'intériorité de l'expérience immersive nous est interdite. C'est un peu comme si c'était une intériorité, mais sans subjectivité. Et ça me semble beaucoup plus proche de ce que c'est que réellement l'immersion. Deuxièmement, même lorsque l'expérience est à peu près convaincante, nous ne nous oublions pas. En nous disant à nous-mêmes « quelle belle expérience, j'y suis, je suis dedans », au moment où nous nous le disons, nous en devenons conscients, et donc nous sortons de l'immédiateté fusionnelle de cette expérience immersive. Alors j'aimerais prendre, comme certains de mes collègues, appui sur l'expérience du cinéma, qui, je crois, peut servir vraiment de matrice pour comprendre l'immersion, d'un point de vue esthétique. Alors nous sommes dans une salle de cinéma, il fait noir, les images défilent sur l'écran, ça a été dit, le mouvement, le flux de la conscience, le flux machinique des images en mouvement, et à un moment donné, on a tous eu cette expérience, on se dit « j'y suis, ça y est, je suis dans l'histoire, je fais un avec l'histoire ». Et au moment même où ces mots sont prononcés, le charme est comme rompu, je sors du film, je suis dans une salle, entouré d'inconnus, plus ou moins bruyants et gênants, les images sont plates, tout ça est terriblement ennuyeux. Et je n'arrive jamais à faire coller, bien sûr, mon expérience avec le discours sur mon expérience. C'est pour ça que l'immersion ne peut pas fonctionner. C'est que l'expérience n'est jamais une, elle est toujours au moins dédoublée. Ça veut dire que quand nous sommes à l'intérieur, nous sommes toujours déjà au dehors. Alors la preuve de l'immersion fait toujours défaut, car pour avoir une preuve, tout simplement, il faut tenir un discours sûr. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'immersion, étant donné que c'est une expérience privative, eh bien, il faut que le sujet corrobore cette expérience. Et comme quand il corrobore, il doit se mettre hors de lui. Donc on a des vieux paradoxes très connus qui éclatent la question de l'immersion technologique. Alors c'est à partir de cette... attendez. Oui, je reviens un peu en arrière. Donc j'avais développé, je parlerai très peu de mon travail, mais un petit peu comme ça rapidement, c'est des petites pointes. Donc c'était un projet de 2003 qui s'appelait Read Only Memories, et dans lequel je m'étais amusé à associer des fragments de films. Donc dans le cinéma, vous ne voyez à un moment donné qu'un fragment de l'espace, et bien sûr, vous reconstituez mentalement l'espace en son entier. Là, c'est le célèbre décor de Fenêtre sur cour. Et ce que j'ai fait, donc, j'ai recomposé, bon, ça a été refait par beaucoup d'autres personnes après, mais j'ai recomposé donc, les espaces complets, donc cette image que nous avons tous vue, mais que nous n'avons jamais vue à l'écran, que nous n'avons vue que mentalement. C'est aussi un peu la problématique du très bon livre, je pense qui est très lié à notre sujet, La perspective du diable de Manillier, sur Rosemary's Baby, qui pose vraiment des questions, à mon avis, fondamentales pour notre sujet. Alors, donc l'immersion occultée. Maintenant, on avait l'immersion qui était très visible, maintenant on va voir l'immersion qu'on nous cache avec la question de l'ambiance technologique du monde. Alors il y a une promesse de la réalité virtuelle, l'entrée dans la fiction, et une conjuration, la perte de contact avec la réalité. Sans aucun doute, certaines personnes en parleront, cette espèce d'horrification, d'horreur face à la perte de réalité. Il y a, par rapport à l'immersion, un enthousiasme conjuratoire, un rapport affectif assez ambivalent, qui pourrait être soumis à une véritable anthologie, au sens de la hantise, et au sens où Jacques Derrida avait développé ce concept. Et ça veut dire... Et donc voilà. Alors j'aimerais maintenant faire volte-face, et faire face à quelque chose qui est beaucoup plus... que nous vivons tous, qui est notre expérience quotidienne à la technique. Et c'est ça qui m'intéresse finalement, parce que dans notre expérience quotidienne à la technique, nous sommes immergés dans les techniques. Sauf que
cette immersion dans la technique, elle est purement et simplement, la plupart du temps, oubliée. Nous découvrons alors, quand nous portons notre regard sur l'immersion technologique, nous découvrons alors un phénomène étrange et paradoxal. Nous sommes quotidiennement immergés dans les technologies sans même nous en rendre compte. J'aimerais qu'on s'imagine juste un monde sans technique, sans ordinateur, ou même tout simplement sans Internet. Si on n'a pas Internet, qu'est-ce qui se passerait? Bien sûr, c'est possible de penser à un monde sans Internet. C'est d'ailleurs le cas de nombreuses fictions cataclysmiques, mais si par exemple le monde était sans Internet, alors le monde se disloquerait comme monde. On n'y aurait plus accès. Ça veut dire que le système d'encaissement économique, les banques s'effondreraient, on n'aurait plus de système d'information, l'électricité là fonctionnerait plus, et ainsi de suite. Bon. Ça veut dire que c'est pour ça que la question souvent de la technique, à mon avis, est mal posée, quand elle est posée simplement d'une façon instrumentale. Ce n'est pas du tout la question, c'est plutôt des questions d'ordre ontologique. Et finalement, le monde sans technique deviendrait un monde désertique, un peu comme la route de Cormac McCarthy, c'est-à-dire un monde qui ne se mondialise plus, qui n'est plus mondain, avec lequel nous n'arriverions plus à rentrer en contact. Le monde, ça veut dire que le monde, en tant que notre expérience quotidienne, le monde en tant que monde tient comme monde parce qu'il y a de la technique. Donc ça veut dire que la technique ne s'ajoute pas à un contenant vide qui est le monde est monde du fait de l'artefact technique. Donc ça veut dire que pourquoi la réalité virtuelle est tellement tenace, pourquoi on croit encore en la réalité virtuelle, c'est parce qu'elle pose le très bon problème, le rapport de la technique à l'ontologie, mais elle le pose de la mauvaise façon, donc il faut un peu inverser notre regard. L'œuvre qui est là, c'est donc une œuvre de Christophe Bruno de 2005 qui s'appelle Human Brother, donc le navigateur humain, qui est une performance avec un acteur qui est muni d'un casque sans fil, dans lequel il entend une voix qu'il doit répéter. Celle-ci, cette voix qu'il entend, est une voix synthétisée par un ordinateur qui va automatiquement chercher sur le réseau Internet des informations à partir du contexte mondain dans lequel est la personne. Et donc on a cette performance très étonnante de quelqu'un qui court après sa propre pensée et qui répète une voix qui est celle de la machine, comme si deux systèmes, l'un technique et l'autre anthropologique, étaient en communication, mais n'arrêtaient pas de trébucher l'un sur l'autre. Et c'est la situation quotidienne, factuelle, dans laquelle nous sommes chacun d'entre nous. Le point remarquable, c'est que si nous sommes bel et bien immergés dans les technologies, et que cette immersion est constitutive de notre monde quotidien, celle-ci est la plupart du temps inapparente. Nous ne nous rendons pas toujours compte que nous sommes entourés de techniques, et nous les utilisons sans même y penser. Nous les utilisons même parce que nous n'y pensons pas. C'est ça qui fait que ces techniques sont utilisables. Alors je ne veux pas parler ici seulement d'ordinateurs, mais de toutes les techniques, les portes, les murs, les trottoirs, les vêtements, les boutons, bref, tout sauf nous. C'est ça, tout sauf nous est technique. C'est notre monde en son entièreté qui est technique, et qui est d'ailleurs l'oubli de cette technique. Alors, le paradoxe de cette immersion très particulière, c'est parce qu'elle est inapparente qu'elle est immersive. C'est parce qu'elle n'apparaît pas comme immersive qu'elle l'est réellement. C'est parce que nous l'oublions que nous pouvons nous y immerger. Donc là, c'est le problème du mode de présentation de l'immersion. Alors, comme exemple, j'avais fait en 2011 un travail qui s'appelait Twitter Eternity. Vous connaissez tous Twitter, qui est une technologie qui a pris une ampleur absolument phénoménale, et auquel quasiment personne ne réfléchit dans sa temporalité, etc. Qu'est-ce que fait Twitter? C'est une information qui en chasse l'autre. Et qu'est-ce qu'on fait devant Twitter? On attend qu'il se passe quelque chose et il ne se passe jamais rien. Hein, c'est l'attente suspendue. Donc ce que j'ai fait, j'ai créé un logiciel qui fait que vous vous connectez à votre compte Twitter, vous faites un post, et en fin de compte, ce post va faire quelque chose, c'est que tous les jours à la même heure, il va être reposté sur votre compte. Et ce qui fait que tous vos tweets s'accumulent au cours du temps, un peu selon un phénomène borgésien. Donc plutôt que d'être une modalité d'effacement, c'est une modalité d'empilement. Tout ça, bien sûr, pour révéler des choses implicites dans une technologie quotidienne. Ou encore l'image que vous voyez là, qui est Libération, donc qui est un gros monolithe de 2,50 m de haut qui reprend la forme du TA9000 dans 2001 Odyssée de l'espace, hein, même proportion. On y reviendra par rapport à l'action du cerveau, puisque c'est l'une des questions de Kubrick. Et donc quand on touche ce monolithe, on entend une voix de synthèse, et c'est les commentaires des lecteurs du site libé.fr, qui sont lus en temps réel, mais sans les articles. Et quand on perd le référent de l'article, finalement, tous les commentaires du site libé.fr portent sur la question « Qu'est-ce que la réalité ?» En fin de compte, on comprend que tous les commentaires, quel que soit le sujet, c'est pas très important le sujet,
porte sur qu'est-ce que c'est que la réalité, comment on peut vérifier une assertion ontologique sur le mode d'être ou sur l'être. Et un article journalistique, c'est bien sûr des assertions ontologiques, d'où le fait que c'est lié aux théories du complot, à toutes ces questions-là. Ouais, c'est ça. Alors, il y a quelque chose qui nous permet de nous rendre compte de cette ontologie inapparente et de cette immersion inapparente, c'est l'incident. Il y a une expérience fondamentale qui permet de faire apparaître l'immersion dans les technologies quotidiennes et banales comme telles, de les faire sortir de leur invisibilité instrumentale. Et cette expérience qu'est donc l'incident technique, quand la technique ne marche plus, et elle ne marche jamais, c'est le propre de la technique, c'est que plus il y a de technique, moins ça marche, va aussi révéler que cette inapparence est aussi la source du monde ambiant. C'est-à-dire finalement de l'atmosphère indifférenciée du monde en tant que monde. Vous savez, quand on est dans le monde, c'est un peu indifférent. C'est ça, c'est cette égalité du monde qui est permise par la technique. Par exemple, je vais vous donner un exemple qu'on a tous vécu, je pense, la perte de données. On a un disque dur, un ordinateur, et on perd, je ne sais pas, 3 mois de travail. Est-ce que ça vous il y a des gens qui ont déjà eu cette expérience dans la salle? Je sais pas, vous perdez des données et on ne peut pas les retrouver. Bon, moi, ça m'est arrivé. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est pas que c'est une perte de données, c'est une expérience affective. Hein. C'est qu'on s'effondre. C'est qu'on est physiquement, dans notre chair, on est affecté par ça. Bon. Qu'est-ce que révèle cette perte de données? Par exemple, vous écrivez un texte sur Word ou sur OpenOffice, tout dépendant de vos options politiques, et vous perdez votre texte que vous êtes en train d'écrire. Vous n'arrivez pas à le retrouver dans les fichiers temporaires, et donc vous êtes pris à ce moment-là dans une double impossibilité. Vous ne pouvez pas réécrire le texte comme vous l'aviez déjà écrit, parce qu'il a déjà été écrit, même s'il est perdu, et vous ne pouvez pas l'écrire à neuf, parce que bien sûr, il a déjà été écrit. Donc vous êtes pris dans cette double impossibilité, qui pour le coup est vraiment une possibilité d'écriture en tant qu'écriture. Donc on voit bien que dans des expériences d'incidents qu'on vit tous, quelque chose se révèle. Et quand on a cet incident qui nous arrive, vous savez ce qui se passe quand un ordinateur ne marche plus? Il y a, comment vous dire, l'ordinateur redevient un ordinateur, redevient une matière, le monde revient. On voit les fils, on voit la poussière, tout redevient lourd. C'est comme si l'incident technique était la gravité du monde. Voilà, c'est un peu ça. Parce que dans l'incident technique, ce qui se dérobe, c'est la relation entre nos automatismes psychiques, corporels, et les automatismes techniques. Or, aujourd'hui, nos automatismes corporels et psychiques sont profondément liés à des automatismes, à des robots, finalement, techniques. Donc, ce que vous voyez sur votre droite, c'était une performance à New York, à Times Square, que j'avais réalisée en 2008, qui s'appelle Décrochage. Malheureusement, je n'ai pas toute la documentation. C'était avec un brouilleur d'ondes de téléphone portable. Et donc, on s'était amusé à couper des communications téléphoniques. Donc, c'est-à-dire à provoquer une immersion artificielle. Parce que quand quelqu'un est dans une communication avec un portable, il est d'une certaine manière immergé. Il est dans ce monde et hors de ce monde. Et donc, on avait provoqué des déconnexions et on avait juste filmé la personne juste au moment où elle émerge, quoi. Et avec ce regard, et dans le regard, malheureusement, je n'ai pas la documentation là, mais dans ce regard, il y a ce qui se passe, ce n'est pas seulement la communication qui est perdue, c'est le monde qui s'effondre, c'est le centre du monde qui s'effondre. Bon. Et c'est ça qui me semble intéressant. Ou sinon, notre mémoire en 2012, donc c'était cette expérience très traumatisante où j'avais perdu 3 mois de travail sur un disque dur, où j'avais été suffisamment stupide pour ne pas faire de sauvegarde. Et vous savez, quand un disque dur ne fonctionne plus, il commence à faire du bruit. Il fait des cliquetis. Et donc, je m'étais dit, qu'est-ce que peut faire un disque dur qui ne marche plus? Il fait du bruit. Donc, j'avais mis un capteur sur ce disque dur, et selon le volume sonore, ça allait chercher sur Internet des images qui correspondaient au volume sonore, c'est-à-dire au numéro 10, 12, et ça allait chercher des images. Et ce qui était très étonnant, je ne l'avais pas fait exprès, c'est que les images que ça allait chercher, c'était principalement des images sportives, à cause des compétitions, parce qu'il y a des numéros. Et donc, il y avait une espèce de compétition entre plein d'êtres humains, cette espèce de compétition étrange. Et cette perte de mémoire avec cette compétition sportive, c'était un peu étrange. Alors, si nous croyons accéder au monde directement en oubliant la technologie, cette disponibilité est brisée par l'incident qui replace les objets techniques au cœur, finalement, du monde en train d'apparaître.
En effet, c'est non seulement l'instrumentalité anthropologique, mais aussi le monde en tant que tel qui est disloqué dans l'incident technique. Bref, nous ne parvenons plus à oublier le monde dans son usage. J'aimerais maintenant en arriver à un autre mode d'immersion, qui peut sembler étonnant, c'est la question du cerveau. Parce que je pense que quand on pose la question de l'immersion, fondamentalement, le fantasme, c'est de s'immerger dans le cerveau. Et c'est ça l'idée fondamentale. D'ailleurs, les récits un peu d'anticipation liés à la réalité virtuelle, c'est surtout des récits finalement où on se connecte directement au cerveau. Alors, en effet, le discours de l'immersion prend des formes nouvelles, dont la plus radicale me semble être le cérébroscope, ou lecteur de cerveau sur lequel artistiquement je travaille depuis 3 ans. Je vais suivre certaines hypothèses d'un excellent livre qui s'appelle « Lire le cerveau » de Cassou Noguez, pour vous démontrer que lorsque nous parlons de l'immersion, nous parlons en fait toujours de la relation entre le cerveau et la technique, ou entre le cerveau et le monde. En effet, l'expérience que nous propose le cérébroscope peut être considérée de manière double. C'est quoi un cérébroscope? Vous savez, c'est les casques EEG. Avec ça, nous pouvons lire nos propres pensées. C'est l'auto-cérébroscope, c'est une auto-immersion. Ou lire la pensée des autres, c'est l'hétéro-cérébroscope ou l'hétéro-immersion. C'est-à-dire s'immerger en soi ou dans les autres. Et on a toujours cette polarité-là dans la question de l'immersion. Si nous parvenons à avoir accès à ce qu'il y a de plus privé chez l'être humain, c'est-à-dire ses pensées, et on se souvient dans 1984 d'Orwell que la pensée, c'est la dernière chose qui peut être préservée, alors, en pénétrant la pellicule du cerveau, nous nous immergerions véritablement. Bref, nous dépasserions la question de la représentation. En tout cas, c'est le fantasme. Avec le cérébroscope, on suppose quelque chose. On suppose que les états cérébraux sont non seulement corrélés aux états mentaux, mais que les états cérébraux et les états mentaux représentent la même chose sous 2 aspects différents. C'est-à-dire que l'activité neurologique, les variations des ondes alpha et bêta, sont corrélées avec les états psychiques, avec ce qu'on pense. Mais que c'est même la même chose vue de 2 points de vue différents. Or, comme dans le cas de l'immersion, la vérification de cette corrélation ne peut être le fait que du sujet lui-même. Il faut demander au sujet qui pense ce qu'il pense pour savoir si l'expérience est valable. Et c'est là tout le problème. Le mental relève en effet d'une expérience privée et intérieure qui doit être confirmée par le sujet. En remettant en cause le caractère privatif de la pensée, le cérébroscope serait en fin de compte la disparition du concept d'immersion subjective, de contenu mental tel que nous le connaissons. Or, on peut assez facilement réfuter que l'autocérébroscope puisse réellement lire les pensées du sujet que nous sommes, parce que celui-ci ne peut infirmer ou affirmer la corrélation entre les 2 états, mentaux et psychiques, je veux dire. Il est en effet purement et simplement impossible de faire l'inventaire exact de ce qu'on a dans la tête. Ce n'est pas seulement que nous pensons à une multitude de choses, c'est qu'il n'est nullement clair que l'ensemble de ce que nous y avons soit bien défini et que nous puissions dire sans arbitraire si telle idée y est ou non. La question « à quoi tu penses ?» c'est la question immersive par excellence, et c'est une question sans réponse. À quoi tu penses, tout simplement? Cette immersion en soi suppose qu'on se voit aussi immergé selon une double position cognitive qui rend difficile les assertions vérifiables sur les états de conscience. C'est exactement le même problème que l'immersion dans les œuvres. Quand on expérimente une œuvre, on est autant immergé qu'on se sait vu par d'autres. Et l'expérience du musée, par exemple, c'est pas seulement l'expérience des œuvres, c'est l'expérience des spectateurs qu'on voit regarder les œuvres. On est toujours derrière quelqu'un, on est toujours devant quelqu'un. C'est ça un musée, quoi. C'est aussi ça un musée. Donc la question, bien sûr, du dispositif. Donc là, c'est une œuvre d'un groupe très important en Angleterre qui s'appelle Blast Theory et qui développe, entre autres, des jeux dans l'espace urbain et qui place au cœur de ces enjeux cette question du regardé et du regardant, du visible et du voyant, du touché et du touchant, de ce dédoublement qui est au cœur de la perception. Alors, au-delà de cette fonction réflexive du cérébroscope, quel est finalement le projet sous-jacent de cette machine? Alors, pour le comprendre, je crois qu'il faut rapprocher le cérébroscope du détecteur de mensonges. C'est ça la question, c'est la question du détecteur de mensonges. Ce que nous souhaitons savoir finalement, c'est ce que l'autre pense, mais ne nous dit pas, nous cache. C'est donc résorber la distance entre la pensée et le langage qui permet d'effacer les traces de nos intentions. Le cérébroscope a aussi un autre intérêt, c'est de décrypter une pensée à laquelle le sujet lui-même ne pense pas. Ça veut dire que la pensée, c'est toujours considéré comme quelque chose de privé et de caché par définition. Que deviendrait la société si nous pouvions lire la pensée des autres?
Je crois que la question, et ça s'applique à l'immersion, et c'est là où le fil, à mon avis, se déploie, la question est moins de savoir si un tel lecteur lirait réellement la pensée que de comprendre quelle incidence aurait une telle technique ou la croyance que nous porterions dans une telle technique sur notre définition même de la pensée, de la souffrance, de l'intention et de l'altérité. Par exemple, songeons un moment à cette question rituelle des amants allongés dans l'obscurité. À quoi tu penses? Ils n'ont plus besoin de se la poser, ils peuvent rester silencieux et prendre un cérébroscope pour savoir ce que l'autre pense ou croire savoir ce que l'autre pense. Donc le silence des amants, c'est peut-être l'ultime immersion. Ce lecteur aurait donc une influence sur la communication, sur le langage, on n'aurait plus rien à se dire, disparition du langage, et donc sur la pensée en tant que corrélat entre les deux. Et retournerait finalement ces présupposés sur son opérativité même, puisqu'on n'aurait plus rien à dire, donc on ne pourrait plus vérifier si les états de conscience sont effectivement corrélés par le sujet. Donc c'est quelque chose qui se détruit soi-même et qui est autoréférentiel. Ainsi, la pensée ne serait plus ce dont le sujet a l'expérience, mais comme ce qui ressort de la corrélation entre la détection technique et la réflexivité humaine. Il suffit finalement pour que cette machine fonctionne, c'est-à-dire que l'ultime immersion fonctionne, que nous puissions nous conformer à ces diagnostics, que le sujet dont la machine affirme qu'il est amoureux se comporte en conséquence, ou finalement que le sujet soit convaincu du bon fonctionnement de la machine, à tel point qu'il se comporte en amoureux lorsque le cérébroscope lui dit. Et c'est ça, la question de l'immersion, c'est une question de croyance, ce n'est pas une assertion vérifiable, c'est une pure question de croyance. Pour rendre possible un lecteur cérébral qui lise la pensée dans le cerveau, il suffit que collectivement nous nous convainquions de sa possibilité, cela dans la mesure où l'appareil nous offre une forme de vie sans incohérence absolument manifeste. Et moi, j'aimerais tenir là ma nouvelle définition de l'immersion, celle que je souhaitais vous proposer au départ, une croyance technique. Je suis bientôt à la fin, n'ayez crainte. Alors, le feedback esthétique. Alors, ce que vous voyez là, c'est un projet que j'avais fait en 2011 qui s'appelle État émotionnel, Emotional State. Alors, c'est un cérébroscope, un petit casque EEG qui détecte différents états neurologiques qui va lui permettre de chercher en temps réel des sentiments sur Internet, sur des blogs. Ces phrases, ces sentiments sur les blogs sont lus par une voix de synthèse, de sorte que le sujet, ici, moi de dos, le sujet de l'expérience est pris dans une ambiguïté. Ces sentiments sont-ils le produit de sa pensée ou influencent-ils sa pensée? On ne peut pas déterminer quelle est la cause et l'effet parce qu'il y a un feedback esthétique qui dépasse, me semble-t-il, la dialectique entre l'immersion et l'immersion, entre l'entrée et la sortie. Et je pense que là, on a quelque chose de technique et d'esthétique essentiel. Nous ne sommes plus au-dedans, nous ne sommes plus à distance, nous sommes à la lisière. Je n'ai pas le temps de le développer, mais il me semble que cette esthétique proprement technologique devrait peut-être être liée avec ce que Deleuze thématisait dans différentes ses répétitions, comme le paradoxe du sens intime sur lequel, et la passivité du sujet kantien, sur lequel je n'ai pas le temps de m'étendre. Là, c'est un projet en cours, donc, il s'appelle Dislocation 6, qui sera réalisé au Musée d'art contemporain de Taipei. De quoi s'agit-il? Il s'agit de munir les spectateurs de cérébroscopes et ils ont devant eux une très lourde porte de métal. Hein. C'est physique, ce n'est pas de l'image virtuelle. C'est une grosse porte de métal de 500 kg. Et quand on se concentre, la porte avance et prend de la vitesse et va frapper le mur de la white box, de l'espace d'exposition, et vient marquer ce mur. Mais pour qu'elle puisse frapper, il faut qu'elle recule, qu'elle prenne de l'élan. Et pour qu'elle recule, il faut se détendre. Il ne faut pas se concentrer, il faut avoir l'état psychique inverse. Et donc, il faut toujours alterner entre concentration et relaxation. Donc, c'est impossible, hein, quoi. Et donc, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est en quoi les dispositifs techniques produisent de nouveaux modes d'aide, de nouveaux modes de pensée, et sont performatifs. C'est-à-dire produisent ils ne sont pas descriptifs ou ontologiques ou avec des assertions vérifiables, mais produisent des états. Donc la porte répond-elle à nos ordres cérébraux ou le sujet s'adapte-t-il à l'injonction d'un programme qui l'oblige finalement à être ce qu'il n'est pas, à penser ce à quoi il ne pense pas? Cette question me semble au cœur de l'immersion parce qu'elle permet, et c'est le projet un peu sous-jacent que j'ai, de fonder une anthropotechnologie, quelque chose qui est entre l'humain et la technologie, et qui met en parallèle l'humain et la technique, mais qui ne les identifie jamais, comme si les deux se suivaient toujours de façon parallèle, mais jamais ne se croisaient ou s'identifiaient,
de la même manière que notre perception n'est jamais identique à elle-même, est toujours hors d'elle-même. Et c'est à mon avis dans ce paradoxe qu'on pourrait atteindre l'immersion en son sens véritable. Pour finir, mais je ne le développerai pas, il sera disponible sur Internet, j'ai créé un petit schéma qui résume un peu les différents états de ce dont on a parlé, c'est-à-dire qui reprend la question de la réalité virtuelle, des technologies ambiantes et du cérébroscope, et qui détaille un peu la différence entre ce que nous vendent ces technologies, l'idéologie, l'hyperstructure, si vous voulez, pour parler en bon marxiste, et puis phénoménologiquement, qu'est-ce qui se passe? Et bien sûr, ce n'est pas la même chose. Voilà, donc je le rendrai disponible sur Internet, et puis ça vous permettra d'avoir une vision plus synthétique que ce long discours. Je vous remercie.